Merci beaucoup. Tout d'abord, c'est une journée très riche en termes de débat. C'est un excellent dialogue. Moi-même, je suis un paysan. Je viens d'une famille paysanne. Mon père était un paysan, il était fonctionnaire. Et mon homonyme, mon grand-père, était également paysan. Et ma fille est une professionnelle de l'agriculture. Et donc, je crois que j'ai commencé par l'agriculture du niveau le plus faible, le plus bas, jusqu'au plus élevé, à partir de mes 20 ans à l'université. Et donc, je dirais que, au moins, le problème de l'agriculture, j'en suis venu à les connaître un peu. Évidemment, je n'ai pas toutes les solutions, mais au moins, je connais un petit peu l'agriculture. Depuis la maison, depuis les services d'extension, depuis avec la recherche, avec le PAM jusqu'à aujourd'hui. Et donc, au moins, acceptons qu'on a différents points d'entrée pour apporter des solutions à l'agriculture africaine. Deuxièmement, quand j'étais jeune, à l'école secondaire, on lisait beaucoup de littérature disant qu'il s'agissait que l'Inde était un panier qui n'avait pas besoin de l'aider parce que c'était comme mettre de l'eau dans un panier. Tout va s'écouler. Alors, pour nous, on a fallu faire un programme en Inde pour investir dans l'agriculture, la science et la technologie, dans les services d'extension pour pouvoir introduire des changements. Nous étions au même niveau de production par hectare en 1960, environ une tonne métrique par hectare. Alors, l'Afrique, on est toujours à une tonne métrique par hectare et l'Inde en est à 3 tonnes par hectare. Alors, qu'ont-ils utilisé pour parvenir à cela? Ils ont utilisé la science et la technologie et les services d'extension pour pouvoir faire passer leurs paysans d'une tonne métrique à 3-4 tonnes métriques par hectare. On a dit à l'Afrique de ne pas utiliser la science et la technologie. Il me faut, évidemment, mes grands-parents, ils avaient des semences et donc ils pouvaient avec cela parvenir à 4 tonnes par hectare. Je ne pense pas véritablement que c'est cela que nous autres paysans africains devons accepter. Nous devrions pouvoir utiliser une technologie adaptée à nos besoins. Je suis tout à fait certain qu'une des diapositives qu'on a montrées ici aujourd'hui indique que l'Afrique est faite d'une diversité agroécologique. Alors nous sommes en voie de nous concentrer sur les paysans pour améliorer les semences qu'ils utilisent afin qu'on les adopte aux agroécologies qui sont les nôtres. J'ai également dit que nous faisons de l'élevage, de la sélection participative, le matériel que les indigènes ont et quel est leur problème. Si c'est la sécheresse, les maladies, les pestes, est-ce que c'est le goût, l'acceptabilité, de sorte qu'on puisse travailler avec eux, avec leurs propres scientifiques locaux pour produire de l'agriculture dans leur propre système écologique. Donc, quand on amène des semences à plus de 10 000 km d'ici pour les donner à des paysans. Alors, quand on parle des variétés locales, elles ont été sélectionnées au fil du temps. Elles sont adaptées à des conditions données. Et donc, nous serions stupides de ne pas utiliser les bonnes qualités des variétés locales. Alors, celles-là, c'est ce que nous faisons, ce sont les hybrides, les améliorés, les semences améliorées. J'ai fait des déclarations pour dire que les variétés améliorées ne sont pas bonnes. Mais les chercheurs doivent travailler avec les paysans, de sorte qu'ils puissent améliorer leurs propres variétés traditionnelles. Alors, ce sont des variétés améliorées. Ça veut dire qu'elles répondent aux exigences des paysans d'aujourd'hui, soit pour l'efficacité hydrique, pour la résistance aux pestes, ou si jamais il s'agit de striga, il faut que les paysans soient en mesure d'obtenir un bon produit, une bonne production. Alors j'ai proposé beaucoup de choses sur les semences, mais je ne pense pas que ce qui est en question, c'est ce que fait l'AGRA. Nous n'avons pas pu bien communiquer par rapport à ce que l'on fait au niveau des pays. Parce que nous travaillons avec des paysans locaux. On travaille avec des scientifiques locaux, les instituts nationaux de recherche, et on puise dans les banques de gènes
qui existent dans le monde entier. Il existe 45 000 variétés de sorgho, qui a 45 000 variétés de sorgho dans son champ. Est-ce qu'on voudrait qu'un paysan ait 100 variétés ou 50 variétés? Non. Ceci ne veut pas dire que nous voulons abandonner les variétés traditionnelles, mais il existe d'autres systèmes pour travailler avec les paysans, pour collecter les variétés et pour les étudier, pour que les générations futures et pour la recherche. Toute variété de plantain, de banane plantain n'est pas à manger. Et moi, je ne les aime pas toutes. Il y a différents paysans qui, collectivement, protègent les variétés indigènes. Alors, pour les engrais, je dirais également que c'est un domaine où il y a beaucoup d'incompréhension. Il n'existe aucune contradiction. L'AGRA ne dit pas que vous ne devez utiliser que des engrais minéraux. Non, nous ne disons pas cela. La meilleure recherche montre que c'est la combinaison des engrais organiques et inorganiques qui sont les meilleurs à utiliser. Parce que la plus grosse contribution du matériel organique, c'est la rétention d'eau dans le sol. Cela aide à travers les sécheresses parce qu'il y a de la matière organique. Et ceci est très important. Et l'AGRA, en fait, pousse à l'utilisation de plus de matière organique et non pas à moins de matière organique. Alors, l'Afrique utilise 9 à 10 kilos d'engrais fertiles minéraux par hectare. En Inde, c'est 100 kilos. En Chine, c'est 300 kilos. En Hollande, c'est 500 kilos. Pourquoi est-ce que ce sont les champs d'Afrique qui utilisent 0 engrais par hectare? Il y en a dans le monde entier. Alors, depuis 500 kilos jusqu'à 100, jusqu'à 50, et en Afrique, on en est à 9 ou 10. Alors, donc, je n'essaie pas de défendre les engrais. Je ne vends pas d'engrais. Je ne suis pas actionnaire dans les compagnies qui produisent des engrais. Mais le fait est que les récoltes ont besoin d'être alimentées, de croître, et elles ont besoin des éléments qui vont améliorer la production. Et les engrais ne sont qu'un des éléments qui y participent. Si vous le refusez, vous détruisez votre sol. Parce que les engrais, ils apportent de l'acidité au sol, ils enlèvent une certaine toxicité. Quand vous en utilisez trop, vous brûlez votre sol. Et tous les agronomes de la terre pourraient vous le dire. L'AGRA n'a pas besoin de vous dire ça, qu'il faut l'utiliser de manière correcte pour pouvoir avoir une bonne production. Donc l'utilisation des engrais n'est pas quelque chose dont on doit faire tout un plat. Tous les programmes gouvernementaux, vous voyez, une année ils amènent des engrais, l'année suivante il n'y en a pas, et donc les paysans ne sont pas habitués à les utiliser. Et parfois, la qualité n'est pas celle qui est nécessaire. Et les résultats de la recherche ont été faits il y a 50 ans, personne n'a objecté à ces recommandations. Donc peut-être que vous utilisez le mauvais engrais sur la mauvaise spéculation, sur le mauvais sol, etc. Et donc je dirais que la question des engrais, nous en parlons, mais on ne dit pas qu'il faut utiliser seulement des engrais inorganiques. Je dis, j'ai passé beaucoup de temps à parler de la manière d'utiliser les légumes pour pouvoir mettre de l'azote dans le sol. Je pense que c'était une bonne partie de mes déclarations de ce matin. Les légumes n'apportent pas des choses inorganiques, ils apportent des choses organiques au sol. Donc avec ces éclaircissements, j'espère que les gens comprennent mieux le problème. Alors notre collègue iranien a déjà amené des preuves à ce que je dis. Comment il est difficile de maintenir la biodiversité. C'est un programme très difficile. Mais il nous faut des institutions qui sont mises en place pour sauvegarder la biodiversité d'un pays. Non seulement dans les laboratoires, non seulement dans les entrepôts, mais également dans les champs. Les paysans sont payés pour maintenir la biodiversité dans leurs champs. Si on le faisait, beaucoup d'entre eux s'y livreraient. Si on ne leur demande que de maintenir la biodiversité sans but productif, au-delà de leur alimentation, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup qui le feront. Mais il y a des paysans ici, s'ils veulent utiliser leur champ comme un laboratoire de biodiversité, on peut faire. Mais il nous faut les caractéristiques de ces diversités, de sorte que l'on puisse les utiliser à l'avenir en cas de changement climatique, où il faudra utiliser des choses qui soient plus résilientes, plus résistantes et plus tolérantes. Et pour manger, je pense que ceci est tout à fait crucial.
Donc, il ne faut pas que l'on comprenne mal ce que je dis, que l'AGRA soutient la biodiversité. Mais non, nous disons qu'il ne faut pas transformer le champ du paysan en une décharge, en un musée. Ce serait une mauvaise direction. Alors, il est donc clair que mes observations sont que nous avons tous été assez médiocres en matière de communication. Mon travail professionnel d'agronome, je l'ai commencé à 28 ans. Et j'en ai plus de 62 maintenant. Alors, vous voyez, j'ai peut-être pas pu, même dans ma propre communauté, faire en sorte que mes connaissances dans ma tête passent à tous les paysans de ma communauté. Mais grâce au ministère de différents services, le ministère de l'Agriculture du Cameroun, etc., et l'organisation de la FAO à Rome, ils ont joué un rôle important dans de nombreuses organisations du monde, mais ils n'ont pas réussi à apporter ses connaissances aux paysans africains. Je pense que c'est là qu'il y a la grande différence entre la situation en Afrique et la situation en Asie ou en Amérique du Sud. J'ai passé 2 ans en Colombie, en Amérique du Sud, pour voir comment ils appuient leur service d'extension. J'ai également fait une visite au Brésil, qui est aujourd'hui une des terres les plus productives du monde. Mais ils n'ont pas fait cela en utilisant les semences de leur grand-mère. Le Brésil est devenu un grand pays de commerce en utilisant la science et la technologie qui sont adaptées au Brésil. L'Afrique doit devenir un grand acteur du monde en utilisant la science et la technologie adaptées à l'Afrique. Alors, il y a certaines considérations, la diversité et également les habitudes alimentaires, mais on ne peut pas continuer à être la décharge des productions excédentaires parce que nous n'utilisons pas la science et la technologie. Je crois donc que, comme je l'ai dit, nous avons une excellente occasion ici de poser les problèmes et de les mettre sur la table. Et j'ai déjà dit aujourd'hui qu'on a besoin de 2 révolutions. Une révolution technique, mais également une révolution sociale. En ce que nos gouvernements doivent pouvoir s'organiser de manière légèrement différente, leur approche du développement, en particulier du développement agricole, pour veiller à ce que les véritables avantages parviennent au niveau des petits exploitants agricoles. Si, c'est peut-être le cas aussi en Inde, où il y a 80 millions de tonnes d'aliments qui sont en stock, mais il y a des millions, des dizaines de millions de gens qui ont faim. Alors, il y a cette disparité en Afrique. Dans le monde entier, vous verrez que le génie social, c'est quelque chose dont on a besoin dans un pays. Le Brésil a pu faire un certain type de génie social avec Lula da Silva, l'ancien président du Brésil, qui a apporté le génie social, qui a changé le visage du Brésil. De mendiant d'alimentation, d'aliments, il est devenu aujourd'hui un des plus gros exportateurs de céréales du monde. Je pense que si nous avons des bonnes politiques nationales qui soient adoptées, on peut régler les problèmes de nos pays. Donc je vous remercie tous pour tous les bons conseils que vous m'avez donnés. Et je pense que l'AGRA doit pouvoir faire mieux. Mais ce que je retiens, c'est que l'AGRA doit améliorer et augmenter sa communication dans tous les pays où il est impliqué. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette contribution. On a encore 3 autres personnes. Non, il y en a plus. Il y a quelqu'un. Non, vous êtes le 5e. Il y a quelqu'un ici. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Oui, c'est lui qui va être le premier orateur. Ensuite, vous aurez, oui, monsieur. Non, vous voyez, on a un problème de temps. Hein. Il est presque l'heure de mettre fin à cette réunion. Nous avons encore 15 minutes. Je m'excuse. Hein. Deuxième. Ibrahim sera le 3e. Il sera le 4e. Tu reprends. Et puis après, donc, Bassiaka,
Tu reprends? J'allais te S'il te plaît. proposer. J'allais te proposer. Bakary. So we'll give 1 minute to everybody. Excuse me because we don't have time. 1 minute chacun. Pour qu'on puisse, cette journée, c'est vraiment pour lancer les grandes lignes. On va revenir demain de façon beaucoup plus détaillée sur différents aspects. Donc le débat continue. Le débat continue et le débat, il doit continuer. Hein? C'est juste pour ça. So, you have the floor. My name is Nana Kwawadams. Ni Senegalais, Ghana. mi Ghana. Yeah, mine is Speak to the microphone and try to be short because we have so many people speaking. okay. My name is Nana Kwawadams. Ni tɔgɔ ko Nana Dan Abouambe bɔ. Du Ghana. Je suis paysan à petite échelle au Ghana. Ce que les scientifiques et les paysans constatent, je crois qu'on a tous le même objectif, c'est la sécurité alimentaire. Et donc je pense qu'il faut bien qu'on se rejoigne à un moment donné dans nos réflexions parce qu'on ne peut pas lutter contre la nature, on ne peut pas la flouer, la nature. Il y a, avec certaines cultures, on n'obtient pas de bons résultats dans certaines régions, dans d'autres régions, il y a de meilleurs résultats. Les gens de l'AGRA ont demandé aux paysans de fournir des preuves scientifiques de ce qu'ils avançaient. Les paysans sont détenteurs de connaissances traditionnelles. Nous cultivons, nous accroissons une expérience sur la façon dont nous produisons, dont nous cultivons, comment utiliser les engrais à long terme. Et on a pu constater par notre expérience que les engrais détruisent la terre. On n'a pas d'éléments de preuve scientifiques soutenant cela, que sur une longue durée, l'engrais va détruire la terre, mais c'est ce qu'on a constaté dans notre expérience. La personne de l'AGRA a dit que il y a la personne donc de l'AGRA qui a dit que c'était un éleveur de chameaux. Alors je vais lui dire, on n'a pas, c'est une question pour cette période, donc en Afrique, la moitié des cultures sont des cultures locales qui sont souvent victimes de calamités et donc de nuisibles. Et donc les scientifiques doivent nous épauler pour mener des recherches pour lutter contre ça. Les semences améliorées, peut-être à l'avenir on pourra y réussir, les obtenir et peut-être dans 20 ans on arrivera à une sécurité alimentaire. Mais il faut qu'on réfléchisse ensemble et il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution commune ensemble. Les scientifiques et les paysans doivent conduire des études ensemble. Avec les connaissances traditionnelles, ancestrales des paysans, on peut améliorer les choses aussi. Il y a 6 ans, dans l'ensemble du monde, on a vécu la crise alimentaire. Et à cette époque-là, donc on en parlait, mais moi, où je vivais, il y avait des problèmes parce que d'excédents de production qu'on ne pouvait pas vendre. Donc on avait trop d'excédents. Les personnes qui mangeaient le taro, le manioc et d'autres, on n'arrivait pas à vendre les excédents. Alors que dans d'autres parties du monde, il y avait une crise alimentaire. Et de plus en plus, on a vu plus d'importation de riz. Mais personne n'achetait les surplus, les excédents de la production.
Donc, quand on parle de culture de semences hybrides, je pense qu'au Ghana, on a fait beaucoup d'études sur le maïs hybride. Mais nous oublions, les semences traditionnelles sont en train de disparaître. Donc, je pense que c'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes. Je pense qu'il faut faire davantage d'études en matière de semences traditionnelles, locales, pour que dans 20 ans, 30 ans, nous ne craignions plus une crise alimentaire. Merci. Eh bien, mes camarades, John Onkelotep du Kenya, je suis agriculteur. Je n'ai jamais travaillé pour une organisation, mais je suis paysan. Toutes ces méthodes dont vous parlez, moi je les ai essayées. L'usage d'engrais, le compost local et d'autres technologies. Tout ça, je les ai utilisées et expérimentées sur mon exploitation. Et je peux vous dire que l'engrais, oui, c'est pas trop mal, mais ce qu'il faut savoir, c'est ce qui manque au sol, ce qu'il faut rajouter au sol, les nutriments, ce qu'il faut apporter au sol. Le Kenya, c'est en Afrique de l'Est et le gros problème, c'est le striga. La striga, soit que vous utilisiez de l'engrais, une poignée d'engrais, eh bien, le striga continuera à se répandre dans vos champs. J'ai essayé d'utiliser le compost de manioc. Bon, on obtient des résultats. Vous voyez, quand on utilise ce type de compost, ça stoppe la croissance du striga. Mais ça ne veut pas dire que vous allez quand même avoir de bons résultats. Ensuite, j'ai utilisé la technologie push-pull, donc avec un système de culture basé sur des plantes pièges, des plantes qui piègent le striga et qui permettent de contrôler l'humidité et l'irrigation des sols. Et ça, grâce à d'autres plantes qu'on plante à côté des cultures. Ça fait 4 ans que j'utilise ce système. Et le rendement à partir d'un hectare, c'est 2 sacs de 90 kg de maïs pour un hectare. Donc, sur un hectare, j'obtiens 180 kg de maïs, mais 4 ans après, eh bien, je suis passée à 2 sachets de 180 kg à plus de 60. Donc, vous voyez, j'ai pu augmenter mon rendement. Si vous avez dans d'autres pays, vous êtes affligé par le striga, j'aimerais savoir ce que vous utilisez pour lutter contre la striga, pour qu'on puisse comparer, échanger nos idées, afin de voir si on peut dégager une autre façon de maîtriser la striga. Merci de votre intervention concise, c'est très bien. Ibrahima? On va s'excuser auprès des autres parce que les interprètes sont fatigués et sans les interprètes, on ne peut pas avancer. Il y a encore 4 personnes qui voulaient intervenir, mais on est obligé de couper parce que les interprètes sont épuisés. Donc je crois qu'on va donner la chance aux autres intervenants demain de trouver un moyen pour qu'ils puissent faire leur contribution.
Donc après cette intervention, on va arrêter pour aujourd'hui. Ok, merci monsieur le modérateur. En fait, j'ai quelques préoccupations depuis ce matin suite à l'intervention du président d'Agra que je n'avais pas eu l'occasion de soulever. La première, c'est que, en fait, le président parlait dans son intervention d'organisation paysanne insuffisamment structurée, donc problème d'interlocuteurs pour Agra. Et je voudrais souligner juste que dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, il y a des organisations paysannes structurées sur l'ensemble de leur territoire, qui sont reconnues par les autorités politiques, qui les associent au débat des politiques. Je souligne qu'au Mali, mon organisation, au Sénégal, le CNCR, ont été l'acteur d'élaboration des politiques agricoles nationales. Donc on ne peut pas parler d'inexistence d'organisations bien structurées dans notre région. Ce n'est pas possible. Le problème, à mon avis, c'est qu'effectivement, quand des organisations sont bien structurées et capables de dialoguer d'égal à égal avec les chercheurs font tout pour les contourner. Donc, c'est ça le vrai problème. Nous, on n'a jamais reçu de chercheurs d'Agra ou de missions d'Agra venir dialoguer avec nous. Jamais. Et pourtant, ils nous connaissent très bien. Parce que s'ils ne nous connaissaient pas, je n'aurais pas été invité cette année à l'Assemblée générale d'Agra. Je n'ai pas pu venir pour différentes raisons. Donc, ça veut dire que vous nous connaissez. Donc, mais pourquoi vous ne discutez pas avec nous quand vous venez dans nos pays? Ça, c'est une question que moi, je pose. Et la deuxième, c'était par rapport à la question de la microdose. Le président avait dit qu'il y a 300 000 paysans maliens qui ont adopté la technique de microdose suite à l'action des Agra. Je pense que c'est vraiment, dans des espaces comme ça, c'est très très important d'être rigoureux dans ce qu'on avance. Parce que la technique de la microdose n'est pas une innovation de la recherche, encore moins des Agra qui vient d'être mis en place. C'est une technique née d'un besoin, c'est-à-dire, comme on dit, la fonction crée l'organe. C'est quand vous avez 9 kilos d'engrais pour un demi ou bien un hectare, vous êtes obligé de mettre quelques grains d'engrais par pied de maïs. C'est ce que les paysans ont toujours fait depuis les années 60. Depuis l'introduction des engrais, les paysans pratiquent la technique de la microdose. Il y a plus d'1 million de paysans qui font ça. Donc on ne peut pas venir avancer le chiffre que c'est Agra qui a amené cette technologie ou que c'est suite à l'action d'Agra que les paysans le font. Donc nous, on est prêts, si vous êtes prêts à aller dans qu'on a fait aller plus loin dans cette question, nous sommes disposés. Mais on ne peut pas mettre des chiffres comme ça et dire que c'est l'action d'Agra. Ensuite, la question des plantes fixatrices d'azote, c'est aussi quelque chose que les paysans ont toujours fait et les paysans connaissent l'impact de cultiver du haricot avec du mil parce qu'ils savent qu'après, quand il y a de l'azote qui est fixé par les plantes légumineuses et les plantes qui viennent après profiter. Ça, ce n'est pas des choses nouvelles. On ne peut pas venir dire que c'est Agra qui a amené ça. Donc, ce sont des problèmes de fond pour nous et il faut être vraiment très clair dans ce qu'on dit. La dernière chose, c'est que c'est par rapport à la question de nos politiques agricoles. Dans la plupart de nos pays aujourd'hui, on a des politiques agricoles qui ont même été élaborées avec des paysans. Nous, on a signé un contrat avec notre gouvernement qui a accepté que nous soyons maîtres d'œuvre de l'élaboration de la politique agricole qui a été votée par le Parlement sous forme de loi d'orientation agricole. Donc, on n'est pas des acteurs débutants qui rentrent dans le développement rural en tant qu'organisation. Mais depuis que Agra est rentré dans le paysage, on ne parle plus que d'Agra. Quand vous dites que vous ne communiquez pas, pour nous, il y a problème. Vous communiquez trop, vous avez trop de moyens et vous occultez le débat sur les politiques agricoles qui sont... On ne peut pas amener la question du développement rural à une question de semences et d'engrais. Ce n'est pas possible. C'est pas ça. Tout le monde sait que ce n'est pas ça le débat. Quand on n'a pas une politique agricole cohérente qui permet de créer un environnement où le paysan peut produire de façon sécurisée parce qu'il sait qu'il peut produire, se nourrir, vendre ses surplus et avoir un revenu, c'est l'aventure. Parce que quand vous dites de produire plus, si je produis que je n'ai pas de marché, qu'est-ce que je deviens? Je suis le seul à prendre les risques. Donc les paysans ne sont pas des enfants débutants, au contraire, nous sommes prêts à ouvrir le débat sur la question des politiques agricoles parce que nous pensons que le problème en Afrique, c'est une question d'élaborer des bonnes politiques agricoles, de les mettre en œuvre avec les producteurs, de les évaluer ensemble. Donc s'il n'y a pas ça, et qu'on dit tout le débat c'est nouvelles semences, variétés hybrides, OGM, non, nous c'est trop facile ça. C'est trop facile. Nous, on est sur le terrain, on vit les problèmes au jour le jour, et nous savons ce qui ne va pas.
Nous savons très bien, nous savons produire. Quelqu'un ne peut pas venir nous apprendre à produire. Nous savons quand il faut mettre de l'engrais chimique, nous savons quand il ne faut pas en mettre, nous savons quand il faut mettre du compost. Donc, ce n'est pas des questions de technique. Même avec le fait que le gouvernement ne peut plus maintenir des systèmes de vulgarisation, les paysans continuent à savoir produire. Donc, ce n'est pas le problème. Ramenons le débat des questions de politique agricole. Comme ça, on peut bien se comprendre. Merci. Merci bien. Donc, on avait voulu arrêter là, mais on va donner la personne à Sylvia. Non, c'est fini pour les interventions. Puisqu'il y a eu la contribution de Satish par rapport au... C'est quand même très important. On ne peut pas aller se coucher sans qu'il y ait une réaction par rapport à ça. On a parlé du fait qu'il y avait des rires au fond de la salle. Donc, l'équipe de Agra a voulu apporter une contribution. Et je souhaite que cette contribution soit faite parce que chacun va partir avec des frustrations. Là, je vais donner la parole donc à Sylvia de Agra pour qu'elle puisse intervenir assez rapidement là-dessus. Et ensuite, donc, je vais faire une petite synthèse d'1 minute pour qu'on arrête pour aujourd'hui. On va demander nos excuses aux interprètes pour qu'elles puissent intervenir. Ça, c'est une question de procédure, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec le débat. Je m'appelle Sylvia, je travaille avec l'AGRA et je suis organisée avec... Donc AGRA est ici parce que nous sommes ici pour écouter. 22 de nos collaborateurs sont ici, ont quitté leur travail pour venir écouter les paysans, les paysannes. On est ici parce qu'on se préoccupe du sort des paysans africains. Je ne veux pas qu'il y ait de doute. Parfois, la conversation vire sur le ton Agra-ci, Agra-ça. Notre président a pris le temps d'être avec nous ici. Les hauts représentants d'Agra sont ici parce qu'on veut être ici. Et je veux que personne donne l'impression qu'on est ici à d'autres fins. Nous sommes ici pour écouter, nous sommes préoccupés du sort des paysans. D'autre part, je crois qu'il y a un problème culturel. En Afrique, quand on dit quelque chose qui est rigolo, on rigole peut-être à voix haute. Et je pense que notre collègue devrait respecter cette différence culturelle. Je crois que c'était la blague la plus drôle sur le cube magie. C'est parce que c'était une blague et c'est pour ça qu'on a rigolé. Alors je suis désolée si vous n'avez pas compris que c'était drôle. Et je voudrais rendre hommage à cette femme qui a ajouté une note d'humour dans la salle. Donc, si on veut avoir un dialogue, il faut que ce soit un dialogue. On est tous ici pour s'écouter les uns et les autres. Donc, calmons-nous un peu. On est ici pour nous écouter. On est tous des frères et des sœurs. On est ici à cause de vous. Donc, calmons-nous un peu. On n'est pas ici pour se battre. Nous sommes ici pour nous parler. Donc, dites-nous tout ce que vous voulez nous dire sans en faire une lutte pour autant. Merci Sylvia. Je voulais juste, avant de donner pour la clôture, insister, s'il vous plaît, là on va clôturer, la présidente de séance va clôturer. Là, je voulais tout simplement dire, c'est une question de procédure et ça n'engage que moi. Le débat que nous avons ici est un débat extrêmement important. C'est un débat sérieux et tout le monde sait que c'est sérieux parce que chacun a fait des distances et chacun a fait l'effort. Si on peut s'abstenir des applaudissements ou autre chose, pour qu'on puisse s'écouter, parce que le débat n'est pas un camp et un autre. On est en train de discuter de l'agriculture africaine. Je vous en prie, c'est trop sérieux pour qu'on puisse jouer ce genre de jeu. Je m'excuse, mais c'est comme ça que je perçois. Faisons l'effort, laissons ces applaudissements de côté, parce que le débat est très sérieux. Et on a envie qu'on puisse tous comprendre, qu'on puisse se parler et qu'on puisse aboutir à un résultat. Donc c'est ce que je voulais dire. Et j'espère que demain, il y aura moins de ces applaudissements, parce que si on sait la profondeur de discussion, on va s'abstenir de faire ce genre de choses. Parce que ça amène la... Thank you very much. Let me actually please... J'aimerais, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'aimerais que vous m'écoutiez pour une dernière phrase, s'il vous plaît. Je sais que
cette première journée a été importante, très importante, grâce à la franchise et l'honnêteté du débat. Et je crois que c'est une réalisation tout à fait importante d'avoir eu un débat honnête et franc. Nous avons tous été courageux pour nous écouter les uns les autres et j'espère qu'on fera la même chose demain et après-demain. D'autre part, j'aimerais qu'on applaudisse les interprètes bien fort pour leur travail remarquable. Et demain matin, à 8 heures, nous reprendrons les délibérations pour la seconde journée. Alors, c'est une information importante que j'ai à vous donner. Nous devons commencer à 8 heures demain ici. Nos collègues de l'AGRA nous donneront plusieurs exposés. J'aimerais justement que lors de ces présentations de l'AGRA, qu'ils reprennent des points qui ont été évoqués cet après-midi, les problèmes qui ont été évoqués cet après-midi et qu'ils y répondent. J'aimerais dire au docteur Ngongi, je crois que ce serait une bonne chose que vous le fassiez. Les paysans cherchaient vraiment la participation. Si je veux résumer la discussion d'aujourd'hui, personne n'est contre la science et la technologie, personne n'est contre l'amélioration, le progrès, et vous avez raison de dire que les Africains méritent le progrès. Pourquoi pas? Nous sommes ici pour y arriver ensemble. Mais le point important, c'est qu'il faut y participer, sentir que le processus nous appartient et je veux voir une réponse de votre part, de l'AGRA, sur ce point. Merci, mesdames et messieurs, de votre participation à cette très bonne discussion que nous poursuivrons demain. Bonne soirée.